Samuel Samson veut contribuer à bâtir un monde meilleur. Et cela passe par la mission qu'il s'est donnée. Et je le cite, celle de servir de son mieux le Québec, la nation canadienne-française et l'Amérique française. Jeune Québécois de 18 ans, il vient de publier sur le web un essai qui porte le titre « Quelle Amérique française ?» Il nous présente sa vision de la francophonie d'ici. Il nous parle de son passé, de son présent et des solutions qu'il propose pour l'avenir en soulevant l'urgence d'agir en concertation pour assurer notre survie et notre épanouissement à l'extérieur de la sphère politique, s'il le faut. Je le rencontre aujourd'hui, on en parle. Bonjour, bienvenue à l'émission. C'est un grand plaisir pour moi de recevoir Samuel Samson. On parle des choses qui nous touchent de près. Notre avenir est-il vraiment dépendant de la concertation qu'on va établir entre tous les francophones d'Amérique? C'est ce qu'il nous suggère. C'est peut-être un petit peu notre nostalgie aussi. Bonjour, Samuel. Bonjour, vous allez bien? Moi, ça va très, très bien. C'est quoi cet intérêt, 18 ans, là? T'es jeune pour avoir publié un essai sociopolitique comme celui-là, très bien recherché. Tu avances des idées intéressantes. Ça vient d'où cet intérêt pour la politique et tout ce qui est social? Bon, eh bien, je vous dirais d'emblée que dès mon plus jeune âge, en fait, vers l'âge de 6 ans, j'ai progressivement, là, c'était probablement inné, je ne sais pas, mais j'ai développé un vif intérêt pour tout ce qui a trait à l'histoire, à la géographie, dans le fond, les domaines, l'univers social, des fois, bon, les sciences humaines, tout ça. Puis, bon, c'est certain, j'ai grandi aussi dans un milieu qui a été fécond, qui était Oui. propice pour développer ce genre d'intérêt-là. Quoique mes parents n'étaient pas sur le plan politique, là, par exemple. Il n'y avait pas un intérêt particulièrement marqué. Puis, progressivement, au fil de discussions, de lecture, tout ça, c'est des sujets qui m'ont accroché. Puis, par rapport à la francophonie en particulier, non seulement les lectures qui ont pu m'accrocher, mais aussi certaines escapades dans le Canada français hors Québec, mais aussi, moi, j'ai toujours été très proche dans les différentes régions du Québec, donc ça m'a profondément fasciné sur tous les plans, là, à ce niveau-là. Oui, Ça s'est mué en c'est industrie. fascinant ce que tu dis. Tu nous parles d'une nation canadienne-française, un concept qui, depuis la fin des années 60, on a, comme à l'extérieur du Québec, on l'a mis de côté avec une sorte de gêne de vouloir encore se dire Canadien-Français, mais de ne pas pouvoir, parce que sans le Québec, on ne peut pas se dire Canadien-Français, on va y revenir tantôt. Mais je veux savoir, alors que la plupart des jeunes, puis c'est ce que tu dis dans ton livre, puis là, je te cite, pour la plupart des gens de ma génération, le français n'est parlé qu'au Québec et en France. Oh oui. Bien, vous savez, c'est qu'il y a tellement... il y a peu de concertation sur, justement, comme vous le disiez tantôt, est-ce qu'on est Canadien-Français, on est Québécois, on est Franco-Ontarien, on est quoi, au fond? Puis ce que ça crée une certaine ambiguïté. Puis depuis, justement, là, l'échec là, des États généraux du Canada français en Absolument. Tu es au 1967. courant de ça? Oui, puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est assez important Absolument, dans, c'est très important. dans la genèse des relations entre les Oui. différentes communautés Tu francophones sais qu'il n'y a au pas Canada. beaucoup même de Franco-Ontariens qui nous écoutent et qui connaissent les États généraux de la fin des années 60. Ah, ben. Parlons-en tout de suite. Qu'est-ce qui est arrivé à ces États généraux? Bon. 69? 67. 67. Bon, ce qui est arrivé, c'est qu'au fond, autrefois, bon, comme probablement la plupart des gens le savent ou sans doute, c'était l'Église qui assurait là, l'espèce de rôle là, de convergence puis d'organisation. C'était elle qui chapeautait toutes les communautés francophones. Puis d'ailleurs, la mission, les Canadiens français à l'époque se sentaient investis d'une mission apostolique dans toute l'Amérique du Nord. C'est ce qui a permis le développement de l'Amérique française. Puis, on disait à l'époque la langue gardienne de la foi gardienne de la langue. Donc, Absolument. tous ces concepts-là étaient intrinsèquement liés, étaient tous liés ensemble. oui. Puis, de façon là, ponctuelle, là, dès le 19e siècle, on organisait de temps en temps des États généraux du Canada français où on se rencontrait, puis sous l'égide de l'Église. Là, donc, c'est le séminaire de Québec qui avait mis ça sur pied. Puis, on discutait des grandes orientations à prendre, etc., etc. Puis, ce qui s'est passé en 1967, c'était le premier depuis les années 30, si je ne m'abuse.
Oui. Puis à ce moment-là, c'était la Révolution tranquille au Québec, puis l'éveil du nationalisme québécois. L'Église se retirait. Donc, on a assisté là, carrément à un écartement des communautés francophones hors Québec pour se recentrer sur la chose québécoise, sur la chose québécoise. Puis après, il y a le Parti québécois qui est né. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a cessé de parler de Canadiens français, puis qu'on s'est mis à parler de Absolument. Québécois. Donc, le Québec, parce qu'on se disait Canadien-Français à cette époque. On avait cette conscience, et puis moi, j'ai grandi dans ces temps-là. J'ai encore jusqu'à aujourd'hui, je me dis franco-ontarienne, mais c'est difficile pour moi, parce que franco-ontarien, c'est comme réductif un peu. Parce que Canadien-Français, c'était un concept qui traversait les Ben oui, frontières. puis avec C'est un raison. concept qui, oui, pour nous, quand j'ai grandi, le centre de la culture, ben, c'était Montréal. Puis aujourd'hui, on dirait ça pour dire, oh, c'est comme une prostitution, là. Mais non, c'était Montréal. On était tous ensemble dans ce projet. Mais- Et c'est ce que tu nous dis. C'est ça, mais en fait, ce qui est arrivé, là, le terme, là, correct, parce qu'en fait, franco-ontarien, québécois, c'est souvent exclusif ou c'est impropre, selon moi, parce que Canadien-Français, d'où ça venait? En Nouvelle-France. La Nouvelle-France était divisée en trois principales régions, donc la Louisiane, le Canada, l'Acadie. On parle encore d'Acadiens, mais quand on parle de Canadiens, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, en fait, le Canada, ce que ça veut dire, c'est le nom de la vallée du Saint-Laurent. Puis, suite au régime, même sous le régime anglais, on parlait, les Canadiens, ça restait exclusivement les Canadiens français. Les anglophones s'appelaient les Britanniques ou les Anglais, les Écossais, etc. Puis, suite à la Confédération canadienne, où qu'on a repris le terme qui était le plus générique possible, donner un nom là, original à ce pays-là, on a parlé de Canadiens pour les Canadiens anglais aussi. Oui. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à parler de Canadiens français. Donc, Et de Canadiens anglais. de Canadiens Mais même anglais, à c'est ça, ça, exactement. Samuel, moi, mes grands-parents maternels et paternels, quand ils disaient un Canadien, c'était Mais oui, c'était absolument, mais c'est ça, francophone. parce que Et plus tard- ils disaient les Allemands, ils disaient pas les Allemands, mais les Anglais, les Britanniques, les Mais c'est Irlandais, resté- les Écossais. Exactement. Puis c'est resté longtemps dans les mentalités. Oui, Ça oui. a pris beaucoup de temps. C'est vraiment, là, suite à la Révolution tranquille dans les années 60, qu'on s'est mis à faire vraiment, là, au Québec surtout, il y a eu vraiment une forte propagande, à tort ou à raison, où le terme canadien-français, qui était jusque-là employé dans le sens canadien originel, Oui. comme dans l'hymne national au Canada, d'ailleurs, Oui, c'est oui. les Canadiens français dont Oui, il était oui. question, a commencé à être vraiment, là, à prendre une teinte péjorative. C'est à Oui, ce moment-là que c'est absolument. devenu péjoratif. Oui. Puis, à tort ou à raison, parce que moi, je vais vous dire, moi, j'ai beaucoup d'amis souverainistes où ils travaillent, puis eux-mêmes l'admettent que le terme propre, c'est canadien-français. Parce qu'au fond, c'est ce qu'on est. Ben oui, Comme les Acadiens sont Acadiens. mais ils sont Canadiens-Français aussi. C'est-à-dire, pas tout à fait. Parce Ils que, sont Canadiens parce que l'Acadie francophones. était une des sections, C'est ça, ils sont acadiens. des Exactement. Ils sont Canadiens francophones. des composantes de l'Amérique française. Exactement. Ils sont Canadiens francophones, mais pas tout à fait Canadiens français. De la même façon. C'est ça, de la même façon. Puis, moi, je pense qu'un n'exclut pas l'autre. Autant pour ce qui est au Québec, parce que, bon, la question constitutionnelle... Mais est-ce que prend une place est-ce importante, que c'est menaçant pour les Québécois de... On s'en va à une pause. Au retour, je veux savoir, est-ce que c'est menaçant pour le Québec, pour les Québécois présentement, de penser comme toi tu penses? On s'en va à la pause. On revient tout de suite. Restez avec nous.
Et je suis en compagnie de Samuel Sanson. Samuel est un jeune Québécois qui vient de publier en septembre dernier, vous pouvez aller le voir sur le web, un essai sociopolitique qui s'intitule « Quelle Amérique française ?» Il nous parle il nous parle de nous. Je trouve ça très intéressant de voir que un jeune Québécois, ou ça pourrait être un jeune franco-ontarien, n'importe qui, mais qu'une personne, aujourd'hui, ose affirmer qu'il y a une nation canadienne-française, que le Québec, les francophones dans toutes les provinces, les francophones en Louisiane, partout aux États-Unis, tu nous donnes des statistiques, c'est combien de francophones aux États-Unis, de personnes, de foyers ou de personnes qui parlent On a le 2 français? millions de personnes qui parlent encore le français. À la mais maison. si on compare, par exemple, avec la situation canadienne, où souvent on a le double, on peut penser là, qu'il y a facilement 5 millions de personnes aux États-Unis qui ont le français comme langue maternelle. Langue maternelle. Puis on sait qu'en Louisiane, bien qu'il y a quand même des efforts de la part du gouvernement. Tranquillement, Mais pas il faut le vite. faire quand même, mais mais c'est même pas une langue officielle. Là. Oui, mais vous savez, le pourcentage de francophones en Louisiane est souvent plus élevé que le pourcentage de francophones dans les différentes provinces canadiennes. Puis il y a 100 ans, on parlait de 85 d'unilingues français en Louisiane. C'est vraiment, là, c'est parce qu'il y a une entreprise là, d'assimilation là, aussi pire, sinon plus qu'ici au Oui, Canada. parce qu'il y a quand même la vision américaine qui est ce qu'on appelle le melting pot, où tout le monde doit s'intégrer dans une culture. Absolument, mais dans le cas des Louisianais, ce qui est intéressant, c'est la guerre de récession qui a vraiment, là, pas de récession, de sécession qui a réellement mis fin à l'entreprise française parce qu'avant, ça se perpétuait, puis les élites étaient essentiellement créoles, francophones. Donc, c'est vraiment par la suite, vu qu'ils étaient esclavagistes, qui ont perdu la guerre, qu'on leur a imposé le tribut comme tribut de guerre à la fin. Là. Donc, progressivement, c'est le même que... Oui, puis le monde change aussi. Puis tu parles beaucoup de l'assimilation et comment on s'assimile dans le livre. Donc, est-ce que je te posais avant la pause, je te posais la question, est-ce que c'est menaçant pour le Québec, une thèse comme la tienne? Je vous dirais, pour certaines personnes, oui. C'est qu'au Québec, justement, là, depuis les années 60, on a cultivé le culte là, de Québécois, Québécois, Québécois. Mais le terme est très exclusif parce que par Québécois, ce qu'on entend, c'est Québécois, Canadiens, Français. Automatiquement, les gens, quand ils font référence à Québécois, ils excluent les anglophones, ils excluent les allophones, etc. Puis moi, justement, comme on en parlait tout à l'heure avant la pause, je préconise le concept, encore une fois, au-delà du souverainisme fédéraliste, du Canadien-Français, Acadien, bon, franc-américain, moi j'englobe tout ça dans le terme franc-américain. Oui, j'aime ça, franc-américain. Parce que, oui, c'est ça exactement. On va le voir au bas de l'écran, le métier, il est là présentement, franc-américain. C'est ça, exactement. Donc le terme franc-américain qui inclut les Autochtones, qui ont une histoire de métissage. Oui, on va voir pourquoi. Parfait. Bien, parlons-en tout de suite. Pourquoi tu inclus les Autochtones? Donc, tu inclus là-dedans, dans franc-américain, Louisiane, Acadien, Canada français et les Autochtones. Oui, pourquoi les Autochtones? Bon, les Autochtones, c'est que vous savez, on a eu 4 puissances, essentiellement, là, qui ont colonisé les Amériques, donc l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, puis la France. Les 4 ont préconisé un modèle différent de relation avec les Autochtones. Qui étaient là longtemps avant nous autres. Oui, puis il y était plusieurs centaines de millions quand on dit que c'était vierge. Là, il y avait quand même... C'est ça, exactement. Donc, en Amérique latine, c'est l'élimination, tout simplement. On les a éliminés. Dans quelques décennies, ils sont passés de 50 quelques millions à 5 millions, même pas. Donc, puis après, encore moins. Au niveau, les Britanniques, c'était des repoussés. Donc, c'est ainsi qu'on a créé les réserves, qu'on les a renvoyés toujours plus loin. Puis, les Français, on était seulement 60 000 pour pratiquement toute l'Amérique du Nord. Donc, c'était un modèle d'alliance et de métissage. Puis on est arrivé avant aussi. Oui, on est arrivé avant, donc on n'avait pas le choix que de... Oui, on aurait pu avoir le choix, mais on n'était pas outillés. Puis la mission des Français qui venaient ici, c'était pas de s'établir pour créer une nouvelle nation. C'était de venir chercher des ressources. Exactement, puis d'assurer un minimum de présence. Oui, puis ramener les ressources en France. Exactement. Puis, ça, tu le décris très bien dans le livre. Exactement, puis c'est à ce niveau-là, on s'est non seulement métissé génétiquement, parce que moi, je maintiens qu'il n'y a pratiquement pas un Autochtone, surtout aux Amérindiens, les Inuits un peu moins, mais les Amérindiens ont pratiquement tous du sang français. Et nous, les Canadiens français, on en a pratiquement tous du sang. Oui, c'est sûr. Exactement, puis... C'est sûr et certain. On est tous des métis. Bien, c'est ça, on est tous des métis. Mais ça, c'est quelque chose même qui a été démontré par des grands sociologues aussi. Puis par des scientifiques aussi qui ont analysé tout simplement les codes génétiques. Oui, puis au niveau mais culturel, le Québec refuse. Oui, c'est le Québec qui pourrait faire...
c'est le Québec qui pourrait faire un grand pas en avant en reconnaissant Oui, mais vous que nous savez- sommes une société, Oui, mais un ce peuple qui de s'est passé, métis. c'est que dans les années 60, pour la promotion, à un moment donné, bon, le concept de souveraineté au début, c'est parce que le Québec, quand on a créé cette province-là, parce qu'avant c'était le Canada uni avec l'Ontario, c'est de créer un État national pour les Canadiens français, tous les Canadiens français. Mais plus tard, bon, on a connu différentes situations là, d'infériorité, un peu comme tous les Canadiens français d'ailleurs, qui ont amené l'essor d'un mouvement souverainiste. Puis le mouvement souverainiste, sur le coup, en parlant de Canadiens français, ça ne fonctionnait pas parce que ça faisait référence justement au concept qu'il y en avait partout. Oui, Puis à absolument. tort ou à raison, encore une fois, les gens associaient, puis bon. Donc, c'est à ce moment-là qu'en parlant de Québécois,